Donc, je vous présente maintenant notre deuxième conférencier. Monsieur Stéphane Gay est propriétaire de la ferme Gay-Claire à Brownsburg, dans les Laurentides. Ancien producteur de lait, il a décidé, après la vente de son quota en 2018, de se tourner vers la production bovine en pâturage et nourrie à l'herbe pour ne pas faire comme les autres et améliorer la biologie dans ses sols. La viande qu'il produit est vendue uniquement à la ferme, dans les marchés locaux et les restaurants. Je passe le micro à M. Gay pour une conférence de 45 minutes sur l'intégration des pâturages annuels et des légumineuses pour les bovins. C'est moi qui l'ai ici. Bon, premier test, le micro marche, vous m'entendez bien? Merci à l'organisation de m'avoir invité pour cette présentation-là. C'est ma première avis, bucket list, faire une présentation devant du monde, bien, on le check aujourd'hui. Il y en a qui sont déjà habitués, moi c'est ma première, fait que je ne sais pas comment ça va aller, mais quand on parle d'une entreprise, c'est beaucoup plus facile. J'ai rien sur l'écran en avant. C'est-tu normal? Sinon, ben, je vais regarder un peu à côté. Si j'avance, ça fait quoi? Je vais commencer tranquillement. Donc, Stéphane Gay, ferme Gay-Claire. J'ai acheté, on est 7e génération de producteurs agricoles, 3e sur le site actuel. En 2016, j'ai eu des problèmes de genoux, donc j'ai décidé de quitter la production. Mais j'avais acheté au préalablement le quota et les vaches en 2004 de mes parents, foutu le bonhomme dehors. Après ça, on a commencé à faire notre truc ensemble parce qu'on ne s'entendait pas. Donc, c'est comme ça qu'on l'a fait. Ah, yes, ça marche. Merci. Donc, c'est le site actuel de la ferme. On cultive environ une 400 d'acres avec des grandes cultures. Puis, on a les bovins au pâturage. Quand j'ai décidé de quitter la production laitière, je ne voulais pas faire les choses comme les autres. Donc, les parcs à bœufs, ça ne m'intéressait pas. Les gens sont mûrs pour voir des fermes qui font les choses différemment, qui voient les animaux au pâturage. C'est très, très important pour eux. Donc, sur la ferme, il y a moi, ma femme qui travaille à l'extérieur, Julie, mon fils Étienne qui nous aide là, durant l'été, les week-ends. Puis ma fille Lou qui a eu les photos, elle ne voulait pas être sa photo, mais elle est en programme petit ruminant à la pocatière. Donc, elle, son dada, c'est plus les moutons. Probablement production d'agneaux. Donc, elle est en train de faire son cours là-dedans. C'est notre nouvelle affiche de la ferme qu'on a fait le dévoilement justement juste avant les portes ouvertes de l'UPA qu'on a fait cette année. Donc, on y va. Fait qu'il y a un peu l'historique de l'entreprise. Donc, comme je disais, l'achat du quota en 2004. Ensuite, on a acheté la ferme du voisin qui avait du quota de lait. Finalement, on a décidé d'abandonner cette portion-là. On a juste gardé les terres, les bâtiments. Puis, l'année d'après, une tornade a passé à la ferme, 450 000 de dommages. On s'est retroussé les manches, on a réussi. Je pense qu'on est reparti mieux qu'on était avant. Donc, Ferme Gay-Claire a été créée en 2014 avec en même temps que l'achat du fonds de terre. 2018, la vente du quota. Puis ensuite, on a décidé de se lancer en production bovine. Puis on a ouvert notre boutique en même temps que la pandémie. J'espère que ce n'est pas de ma faute. Donc, en mars 2020. Puis aussi, on a décidé de faire un switch vers une agriculture qui est plus régénérative. Pourquoi une agriculture régénérative? Pour plusieurs raisons. La première, j'observais un peu que dans mes champs, surtout dans le soya, il y a des herbicides qui ne fonctionnaient pas bien. Finalement, on a découvert cette année qu'on a des résistances avec certaines mauvaises herbes, malgré une rotation. Peut-être les forfaitaires qui amènent des mauvaises herbes chez nous. Je ne pense pas m'acheter une batteuse, mais je dis on va faire les choses différemment. Donc, on a décidé d'aller vers cette agriculture-là au lieu de la bio, tout simplement pour réduire le travail du sol. C'est un des qu'on fait, on lit de la littérature qui est complètement absente au Québec. Là. Désolé là, pour les gens qui font la littérature au Québec, il n'y en a pas. C'est des gens comme nous autres qui amènent ces trucs-là. On fait des lectures. Je me suis inspiré de Gabe Brown qui disait que ses taux de matière organique avaient chuté dramatiquement. Puis là, j'ai dit, voyons, ça se peut pas, même avec du fumier. J'ai fait mes recherches, j'ai pris mes analyses de sol. On a reculé 15 ans en arrière, mais je me suis aperçu que je venais de perdre 33% de ma matière organique avec un fumier de bovin laitier pailleux en plus. Donc là, je dis, OK, il faut changer les choses. Donc, j'ai acheté un semoir no-till, ça fait 3 ans. Donc, on a commencé à adopter cette technique-là. On a vendu la charrue cette année. Donc, après ça, ben, on fait les autres étapes un peu de l'agriculture régénérative. On augmente la biodiversité. Comment on fait ça? On a implanté une forêt nourricière à la ferme dans laquelle les poules se promènent durant tout l'été.
puis on veut incorporer les moutons là-dedans l'année prochaine. C'est pour ça que je suis en étape d'apprentissage pour surtout les clôtures pour les moutons. La biodiversité aussi par les cultures couvertures après les cultures comme le blé, le soya et puis l'intercalaire dans le maïs. Ça complète aussi mon point 3, laisser les sols couverts en permanence. Les racines vivantes, les céréales d'automne, c'est merveilleux. Là, dans mon coin, presque tout le monde en sème. Fait que j'ai une influence positive sur ma communauté. Ça fait aussi partie de l'agriculture régénérative d'inclure la communauté dans ces types de décisions-là. C'est sûr, diminuer l'utilisation des produits de synthèse. Puis, le dernier facteur qui est le plus dur à atteindre pour tous ceux qui veulent adopter cette agriculture-là, c'est d'amener les animaux en pâturage. Donc, mes animaux vont en pâturage, on espère, dans un cycle de 5 ans, dans tous les champs, dans les rotations, donc surtout sur les cultures couvertures à l'automne, là, qui est le plus facile pour moi en ce moment. Donc, ça, c'est le plan de culture pour 2022. Donc, on a augmenté beaucoup les pâturages. Cette année, là, on a augmenté d'une 30aine d'acres. On fait du foin, principalement les ensilages, du foin sec pour les animaux, parce on vend en boutique une viande qui est nourrie à l'herbe uniquement, donc aucun grain n'est donné aux animaux à la ferme, à part les petits bébés que j'adopte. Là. J'aime ça dire si je les adopte, ces petits bébés-là, des fermes voisines. On a des contrats un peu avec des producteurs laitiers qui font des croisements avec le Wagyu. J'adore ce croisement-là, puis je veux continuer à le faire, donc ça va être seuls les animaux qui vont recevoir du grain entre la transition du lait en poudre et pour aller à l'herbe. Sinon, le blé, le soya et le maïs grain sont tous vendus comme culture commerciale au broker. Donc, on m'avait demandé au préalable de faire une présentation sur comment utiliser ces pâturages. J'ai dit, je ne peux pas faire ça, ça fait juste 3 ans que j'en fais. Ça, c'est la job à Brian ou aux autres de ce monde de le faire. Mais comme que je n'avais pas beaucoup de pâturage, quand j'ai commencé, j'ai dû implanter des pâturages annuels. J'ai fait des tests, j'ai fait mes recherches. Puis, chaque plante a un rôle à jouer lors de l'implantation. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de parler des pâturages annuels. Pourquoi les pâturages annuels? Allons-y, notre saison de pâturage. Moi, je vais commencer mes cultures couverture de pâturage là, cette semaine. On figure un 45 heures pendant 45 jours. Ça m'amène presque au 1er janvier. On va peut-être faire un petit happening entre Noël et Jour de l'An, inviter des gens, faire un méga party, un peu comme dans les Alpes suisses. Là, on fait la descente des vaches. On va peut-être faire ça. Ça nous permet l'établissement des pâturages périns. Fait que si tu veux implanter un pâturage permanent puis tu ne veux pas remettre les animaux dedans tout de suite, de faire ce pâturage annuel-là, tu peux amener tes animaux dedans, laisser ton pâturage permanent s'établir comme il faut. Au pire, aller chercher une coupe de foin puis faire un pâturage plus tard en saison, mais au moins, on ne va pas piétiner notre pâturage permanent qu'on vient d'ensemencer au printemps. Améliorer les rendements des pâturages moins productifs. Ça, j'avais fait un test, un pâturage qui était moins productif. J'ai pris à noter, j'ai foutu de l'avoine poids dedans pour aller semer un 90 kg/hectare d'avoine poids dedans. Ça m'a créé plus de fourrage, puis ça a stimulé les racines, division de racines. Les plantes sont stressées. Des plantes stressées, ça se multiplie, ça veut continuer à vivre. Donc, pour moi, ça a fonctionné. Stimuler la croissance des espèces vivaces, c'est un peu le même principe que celui d'un pâturage moins productif. Stimuler la biodiversité dans nos pâturages annuels. On va aller mettre des plantes comme le tournesol, qui est très bon pour les pollinisateurs. On va mettre la facélie aussi, qui est super cool pour ça. Puis, qui va ramener les pollinisateurs, qui va ramener les insectes. Puis là, c'est un cercle. Ensuite, les oiseaux se ramènent de ça. Ils voient, il y a plus de bouffe, donc on va les voir plus. Puis, le dernier, qui est quand même assez important, j'aurais peut-être dû le mettre le premier, mais produire des fourrages d'urgence. Saison de sécheresse, vous coupez la première coupe, la deuxième, vous ne coupez pas, vous n'avez pas de bouffe pour l'automne, vous pouvez pâturer plus longtemps. On plante un millet en juillet, qui est une plante chaude, ou il y a plein d'alternatives comme ça pour se sauver au lieu d'acheter du foin. Donc, comment on fait choisir nos espèces? Ça dépend de nos besoins. Comme je disais tantôt, si c'est pour allonger la saison, si c'est pour attirer des pollinisateurs, peu importe quel choix vous allez faire, si c'est pour amender un sol. Les moments d'implantation, printemps, été, automne, saison chaude, saison froide, les différents types de sols aussi, le drainage, puis les équipements que vous avez disponibles pour faire le semis. Si on veut faire un sur-semis, vous n'êtes pas équipé, vous pouvez appeler un voisin, mais c'est tout le temps plus le fun d'utiliser ses propres équipements pour faire ses semis. Puis la dernière phrase, mais ça m'arrive souvent, faire des erreurs, mais je l'aime mieux dire que c'est de l'apprentissage. Essayer des plantes, ça marche au Dakota du Nord, ça se peut que ça marche chez nous, mais ça se peut que ça ne marche pas.
Donc, ici, on a quelques espèces euh, pour les pâturages annuels. Donc, dans les graminées, on a toujours une saison chaude, saison froide. Donc, saison chaude, plusieurs connaissent le sorgho, l'herbe de Soudan, le millet, puis même le maïs. Jacob va sûrement vous en parler cet après-midi, les tests dans le maïs. Saison froide, donc plus les plantes à céréales, le blé, avoine, triticale, ces trucs-là. Dans les légumineuses, comme vous pouvez voir, cowpeas, le lablab, le crotalaire. En saison chaude, ça y a aussi l'espédédia. Puis en saison froide, il y a les pois, pévroles, les vesses, les trèfles qui peuvent être utilisés. Il y a les brassicacées. Les animaux, en tout cas chez nous, adorent ça, là, du radis fourragé. Le plus drôle, c'est les voir popper les radis en dehors de la terre. Des fois, il y en a qui mangent juste la queue, il y en a qui vont manger le radis. J'avais ma vieille vache jaune, on l'appelle comme ça. Elle courait après les radis pour toutes les manger, puis c'était la seule. Fait qu'elle mangeait toutes les bottes des autres, puis elle laissait faire les queues. Ça, c'est le fun. Le kale, surprenamment, une belle plante, les animaux l'adorent aussi. Puis, dans les autres familles, c'est ça, le tournesol, facilis, sarrasin. Sarrasin en saison chaude, en saison froide à l'automne. Lui, dès qu'il pense qu'il va faire froid, il disparaît complètement. Je ne sais pas comment il fait. Il est là une journée, puis 2 jours après, il est disparu, sec. Mais on l'utilise vraiment pour capter le phosphore dans le sous-sol, qui est non assimilaire par les plantes. Fait que dans mes choix, j'ai toujours aussi la culture qui va venir l'année d'après. Fait que si j'étais en blé, j'implante mes cultures couvertures, je m'en viens en soya, je ne vais pas trop booster en légumineuses, on va y aller plus en graminées, mais l'apport de sarrasin comme ça pour rendre du phosphore disponible pour les années subséquentes, pour les cultures couvertures, c'est important. Pour les cultures commerciales, c'est important pour moi. Ça, c'est un des mélanges qu'on avait utilisé au printemps. Donc, 2 années de suite, on fait un taux de semis de 75 kHz. Fait que sur 3 rotations, 42 bovillons, ça revient autour de 73 sous par bête par jour. Moi, mon gars chez Bovie Expert m'avait dit, si on est en bas de 3 piastres, on est en business. Je ne sais pas si c'est vrai, il y en a dans la salle, les gars qui sont là-dessus. Mais à 73 cents par bovillon par jour, je pense que ce n'est pas trop si mal. Puis, on amende notre sol, on fertilise nos sols, c'est beaucoup, beaucoup de bénéfices. Ça, c'est le mélange. Pois fourragé, avoine, tournesol, la vesse qui est une plante, si elle réussit à monter en graines, là, elle peut revenir les années d'après. Trèfle incarnat aussi, c'est assez fort. Puis le fameux radis, je te dirais, le radis, je l'ai semé une fois, puis il revient à tous les ans. Les vaches adorent ça. Petite anecdote avec le tournesol, je me suis dit, à quel moment où est-ce que je vais en voir une, partir à courir pour manger une fleur? Ben, ça fail la première année, ça a été long en tabarouette. Puis, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, les fleurs étaient plus à pétanque, les graines commençaient, que là, ils se battaient, ils étaient 2, puis ils se battaient pour aller ramasser. Dès qu'on ouvrait le polywire, là, ça se battait pour aller chercher les têtes. Puis cette année, j'ai vu une différence au niveau de la croissance. Il était très appétant, puis il y a une journée, je ne me souviens pas quel jour exactement, là, mais on pouvait voir au pâturage, ils mangeaient, puis le lendemain, ils ont arrêté de manger le tournesol, ils ont recommencé à le manger, c'est la 3e rotation uniquement, quand les fleurs sortaient, puis qu'il y avait des grains dedans. Fait que, il ne faut pas avoir peur d'implanter des espèces, même s'ils ne les mangent pas tout de suite. Je l'ai expérimenté, ils vont la manger à un moment donné, ce n'est pas nous autres qui choisissent. C'est ça qui est la beauté de la chose. Donc, en haut à gauche, vous pouvez voir, mais c'est ça que ça avait de l'air l'année passée, 48 à 50 pouces de haut. Quand j'ai lâché les bœufs là-dedans, ils ne savaient pas quoi faire du tout. Ça a pris 2 jours avant qu'ils comprennent que c'était de la bouffe. Puis même, ils n'ont pas compris, il a fallu que j'amène eux, c'était des 16 à 24 mois que j'avais mis là. Quand j'ai amené les veaux de l'année d'avant, qui avaient eu l'expérience avec les mères, puis qu'ils ont vu manger, ils ont compris assez vite que si on ne mange pas aujourd'hui, on ne mangera pas de l'été. Donc là, ils ont commencé. Puis, la photo en haut à droite, là, on voit les parcelles, l'évolution des couleurs. Moi, c'est ça qui me fascine. Mon fils a un drone, puis il fait souvent des drones. Puis c'est fascinant de voir l'évolution. Puis là, on veut s'acheter une caméra thermique aussi pour voir les différences. Est-ce qu'on pâture un peu trop? Oui, on y va avec les densités de végétaux qui restent au sol, les hauteurs, mais on veut pousser l'expérience encore plus loin parce qu'on parle de réchauffement climatique puis des gaz à effet de serre, blablabla. Mais si on peut avoir une température qui est plus fraîche au sol, on va garder nos plantes plus fraîches, vont pouvoir pousser plus puis contrôler plus les sécheresses parce qu'on a des plus grands épisodes justement de sécheresse. Ça, c'est un mélange d'automne. Ça, c'est des photos récentes. Là, c'est là 2 semaines. Encore un taux de 75 kHz. Le coût de revient, je me suis trompé, c'était 120 de l'acre. Donc, mais le 2,86 par tête pour 42 bovillons est bon. Si je fais une rotation d'1 acre par jour, si je change aux 2 jours,
On peut couper le prix en deux à 1,40 $. J'étais encore en bas de 3 $. Là, je suis entre deux à me dire, oui, ça me coûte ça, mais c'est quand même pour amender mon sol que je fais la culture couverture. Fait que je me dis que j'ai de la viande gratis. Je sais pas si c'est une bonne façon de penser, mais moi, j'aime ça me le dire à moi que je fais de la viande gratis, ça me coûte tant. Je vais quand même avoir des résidus au sol, je vais avoir l'amendement par les animaux. Le mélange est là. Avoine, millet, févrole, lablave, faites-en pas à l'automne. Ça n'a pas marché. Ça a été semé le 20 août. On a 24 pouces de végétaux en ce moment au champ. Puis, à part le tournesol, puis à part le sarrasin qui est débarqué, tout le reste est vert, sauf le lablave parce qu'il n'a jamais poussé. Fait que pois jaune, facilie, crotalaire, févrole, une plante magnifique. On veut capter l'azote de l'air. C'est la plante en ce moment que j'adore le plus. Alors, regardez cette plante-là, là, c'est dans l'image de droite, c'est la gauche au milieu. Elle est faite pour capter, on dirait, des panneaux solaires ambulants. Elle parque là, ça pousse, le système racinaire est fou, les nodules sont super beaux. On a déterré cette semaine pour vérifier. Fait que moi, c'est la plante que je préconise maintenant dans mes mélanges, qui était beaucoup plus utilisée au niveau du Nord, Lac-Saint-Jean. Il l'utilise beaucoup plus que le poids à cause de son système racinaire, puis la fixation d'azote. Crotte à l'air aussi, ne touchez pas à ça en saison froide, ça ne fonctionne pas. Il faut se mettre ça durant l'été. Pourquoi on l'avait mis? Mon fournisseur de semences, Semican, appelle. Hey Stéphane, j'ai ça qui est disponible, ça t'intéresse-tu? Fait que oui, j'ai décidé d'en semer pour voir ce que ça donnait. En semis de printemps, en semis d'automne, ça ne fonctionne pas. J'avais fait un semis d'été, probablement avec un millet, ça aurait fonctionné. Donc, c'est assez cher aussi du crotte à l'air, mais c'est une plante à utiliser différemment. Deuxième truc que je voulais vous parler, c'est les pâturages de légumineuses. Implantation de pâturage l'année passée, oui, j'avais mis les graminées, ils n'ont pas poussé. Fait que je me suis retrouvé avec un pâturage de légumineuses. Pas le choix d'étudier la chose, parce que sinon tu vas te planter. Le ballonnement, on en parle, ça fait 100 ans. On a décidé d'enlever les légumineuses des pâturages parce que ça faisait peur au monde. Donc, on a eu comme des races qui sont devenues de plus en plus faibles versus légumineuses. Donc, j'ai décidé d'y aller quand même, on y allait différemment. Donc, les pâturages légumineuses, leur avantage, mais augmenter le pourcentage de protéines des aliments que les animaux vont manger pour un meilleur gain de poids. Fixer l'azote de l'air, de l'azote gratuite, 36 tonnes à l'heure qu'on a dans les airs. Il faut juste mettre les panneaux solaires pour aller le chercher, comme la févrole tantôt, puis comme les légumineuses. Il faut juste utiliser les bonnes légumineuses, les utiliser différemment. Hausse du gain de poids, on peut perdre jusqu'à 10% de nos animaux pour les break-even sur le gain de poids parce que les légumineuses vont amener mieux. C'est dur à croire, le gars qui a 100 tirs au champ et qui en perd 10 son année, il est break-even encore. Ça fait chier en perdre 10. Là. Moi, je n'ai perdu 1 sur 42 cette année. Fait que 1 sur 42, j'ai encore des bonnes marges encore. Puis il me restait 36 heures de pâturage à faire. Il n'aurait pas pu mourir 23 jours avant. Ça aurait été coûté. Il y aurait eu plus de bouffe pour les autres, mais bon, ça fait partie du risque. Des avantages, on vient juste d'en parler, le risque de ballonnement. Puis le temps d'attente au printemps. Tu ne peux pas lancer les animaux quand les légumineuses ne sont pas en fleurs. Là, ça va être désastreux. Je pense qu'il faut travailler nos races. C'est pour ça que j'élève mes animaux. Puis qu'on choisit les meilleurs, ceux qui performent le plus dans cette régie-là. Je vais essayer de recréer un groupe d'animaux qui va être résilient en pâturage de légumineuses. Donc, on attend que les légumineuses aillent plus en fleurs avant de pâturer. Comment on prévient le ballonnement? Là, vous allez me dire, tu travailles à l'envers, tu vas implanter des graminées. On peut implanter un minimum de graminées dans ces pâturages de légumineuses-là. Puis, je travaille plus, moi, avec le deuxième point, implanter les espèces en haute teneur, en tanin, qui vont atténuer les risques de ballonnement. On parle de chicorée, de lotier, de sainfoin. Sainfoin, très, très, très difficile à implanter. La survie à l'hiver qui est très difficile, mais je continue à croire que je vais réussir un jour. La chicorée, faites attention au taux de semis. Mettez-en pas trop parce que ça pousse assez facilement. On en avait mis l'année passée, puis c'est une plante qui peut faire 4 à 5 pieds de haut. Les animaux adorent les feuilles. Je m'en sers aussi pour stimuler leur système immunitaire au même titre que le plantain majeur. Donc, c'est les animaux qui vont manger la chicorée, le lotier, vont avoir assez de tanin dans leur système digestif pour compenser les risques de ballonnement.
comme on disait tantôt, faire pâturer les animaux dans les pâturages de légumineux quand ils sont au stade de floraison. C'est comme ça, les risques de ballement sont moins là. Effectuer les rotations de pâturage en après-midi. Après que les animaux sont déjà pleins de leur pâturage du matin, on peut les soigner dans l'après-midi. Ils vont prendre moins de repas en fin de journée, donc ça peut atténuer. Élever des animaux plus résilients, travailler sur votre génétique. Puis le dernier, je ne l'aime pas, mais je l'ai mis parce qu'il fait partie. Puis s'il y en a qui veulent l'utiliser, fournir des additifs alimentaires comme le Rumensin, ça peut atténuer les risques. Ça, c'est le mélange que j'ai utilisé. Au milieu, on voit le plantain fourragé, belle plante, les adore. Puis là, on voit la chicorée à droite là, en fleurs mauves. Là. Puis on voit comme les laitues romaines, c'est littéralement ça. Là. La deuxième rotation, c'était littéralement des laitues romaines qu'il y avait dans le champ. Les vaches ont tripé plus sur la deuxième passe. La première passe, c'était plus les veaux qui allaient manger les feuilles. Donc, 10 kg de sainfoin, le trèfle rouge, vous voyez tous les ingrédients. Je vais déjà faire des changements pour l'année prochaine. Le trèfle rouge, pas de portée, écrase trop au sol, étouffe un peu trop. Donc, on va réduire le trèfle rouge à 2 kg hectare, puis on va booster le lotier à 8, puis on va monter à luzerne à 4. C'est déjà un des changements que je vais apporter. Ensuite, c'est ça, plantuc, fétuc élevé sans endophyte, puis le reste des graminées. Je ne sais pas si j'ai été trop vite, mais pas mal vite, hein, mais le but aujourd'hui, c'était de vous montrer qu'il y a des alternatives. Je misais plus sur les questions, par exemple. Fait que j'espère qu'il y en a qui ont des questions, ou sinon, on va dîner de bonne heure en temps. Je vais te poser certainement quelques questions. J'en ai 1 million de questions, mais super. Je vais laisser la chance à d'autres aussi. On a du temps. Oui, bon. Super. Écoute, c'est intéressant de voir des producteurs de ton type là, qui osent essayer de sortir des sentiers battus. Est-ce que tu as, évidemment, quand tu me présentes tes mélanges, là, on s'entend que les semences sont dispendieuses. Est-ce que tu as essayé un système où tu préserves une portion de ta parcelle en quelque part et que tu laisses monter ces plantes-là plus matures? Puis à la limite, ils ont des graines, puis après ça, les animaux vont eux autres mêmes distribuer tes graines un peu partout sur tes pâturages plus permanents. As-tu essayé cette approche-là ou tu n'as pas fait ça? Oui, c'est déjà fait. Et les résultats? C'est super beau de voir pousser ça dans les bouses. Là. Ça fonctionne sans aucun problème. J'ai le luxe d'avoir assez de pâturage pour ralentir, pour avoir un plus grand temps de repos. Donc, justement, laisser les plantes monter en graines. Puis ensuite, ça va ressommer. Dans le pâturage annuel, je pense que les plantes sont assez résilientes, puis il en reste tout le temps assez au sol pour qu'ils montent en graines et qu'ils se ressèment lui-même. Il y a un petit pâturage annuel cette année, je n'ai même pas ressemé, je l'ai laissé aller, puis finalement, j'ai fait 3 rotations dedans. Principalement avec le radis, le tournesol, il avait bien repris. La veste fantastique aussi, quand elle peut monter en graines. C'est sûr, on vise un 30% de manger, 30% de piétiner, puis un 30% qui va monter en semences. Fait que oui, c'est déjà des pratiques qu'on fait à la ferme. OK, merci. Mon Dieu, bien grand, lui. Oh. Paul, Marie-Pierre Landry, je suis agronome chargée de projet au CIRC. Paul, il a volé ma question un petit peu parce que je voulais savoir comment tu gérais le ressemi avec le lotier. Mais bon, fait que en le laissant venir en graines, puis en choisissant les parcelles de maturité, j'imagine. Le lotier, c'est sûr, je l'ai implanté. Là. J'ai quand même acheté ma semence puis je l'ai implanté. Et c'est super bien implanté. C'était une année légumineuse pour implanter au printemps. On a fait un travail de sol. J'ai une recette gagnante pour implanter mes pâturages permanents. J'ai quand même un travail de sol. On plante, puis il a super bien sorti. Mais je veux quand même le booster encore plus. Je suis dans l'argile, je suis drainé, le pH est bon. J'ai ce luxe-là. Des fois, je me dis que j'aimerais mieux pâturer dans des montagnes et faire ça différemment. Mais c'est les terres que j'ai. Si on utilise cette façon-là pour le faire, puis l'implantation était super bonne. Fait que j'aimerais ça te répondre que ça a chié, puis il a fallu que je fasse d'autres choses, mais non, ça a super bien fonctionné. Donc, j'étais vraiment content parce que quand j'ai vu le trèfle rouge prédominant, puis qu'il y avait assez de lotier pour me protéger du ballonnement, j'étais vraiment content. Cool. J'ajouterais aussi que le sol il est super élevé en tanin dans les choix de haies brise-vent, ces choses-là. Là, c'est super intéressant. Puis c'est surprenant à quel point les bovins ils aiment bien les manger, à un point où j'ai de la misère à les établir parce qu'ils arrachent mes boutures. OK. C'est comme ça. Merci de la présentation. Super. Merci. Ouais. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? J'avais pas fini la présentation, finalement. Tantôt, il me restait une slide. Donc,
Peu importe ce que vous allez faire, trouvez-vous des mentors. En voilà deux, Brian puis Steve Kenyon. Ça peut être n'importe lequel des mentors. Trouvez votre fit, c'est ça qui est le plus important. J'ai fait beaucoup de lectures. Ça aussi, c'est beaucoup important. J'ai appris que ça prend 6 mois avant de reprogrammer un cerveau. Tu t'en vas pas en pâturage du jour au lendemain en rotation pour le fun. Il faut que tu fasses tes devoirs. Fait que si tu étudies à chaque semaine, si tu lis à chaque semaine, tu suis des mentors comme ça, dans 6 mois, ça va devenir facile pour vous autres, facile pour votre personne. Ensuite, à établir les pratiques, vous allez avoir fait vos devoirs. Ça va être extrêmement facile. Les gens, ce qu'ils font, vont suivre un congrès un mois, vont attendre un autre mois, vont suivre un podcast, ils vont attendre un mois, ils vont lire un livre. Ton cerveau n'est pas reprogrammé. Ça prend 6 mois, vous faites ça au moins tous les 2-3 jours. Ça prend de l'immersion. Puis après ça va être super facile, ça va devenir facile pour vous. Puis là, les voisins vont vous regarder faire après ça. Ça, c'est vraiment le fun. Une autre question? Oui, Mathieu Pelletier, financière agricole du Québec. Pour faire tes mélanges, quand tu as toutes les semences, comment tu les mélanges ensemble avant de les mettre dans ton semoir? Tu vas trouver ça plate, là. Je me sens dans une brouette puis je brasse. Le but d'implanter un pâturage, c'est pas que c'est uniforme. C'est que toutes tes plantes soient là. Les plantes qui doivent être là vont s'établir au bon endroit. Puis si c'est pas là, ça va être à 10 pieds, ça va être à 15 pieds une de l'autre. Il y a personne qui fait... Je fais mes mélanges moi-même, justement. Là, j'achète toutes mes semences. Des plus difficiles que j'ai trouvées dans l'Ouest canadien. On a fait venir ça. On a fait nos mélanges. J'ai fait mes devoirs. Trouver mes taux de semis. Les graines aussi, la grosseur des graines, c'est important. Faites pas tu pitches pas 2 ou 3, 4, 5 kilos dans la semeuse en pensant que tu es correct si tu ne sais pas que la graine de la semence est 8 fois plus petite que l'autre. Le Saint-Foin, là, c'est gros comme une demi-fève au lard. Fait que tu peux pas en mettre 1 kilo, il va en manquer, puis c'est léger. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu grimpes ça à 10 kilos, puis tu vas avoir plus de graines, puis ça va faire une belle job, mais ouais, plate comme ça. Ouais. Puis ton approvisionnement, comme tu dis, d'abord, tu as plusieurs fournisseurs pour les trouver. Tu les as trouvés sur Internet. Entourez-vous des bonnes personnes. Quand j'ai commencé mes trucs, c'est de trouver le fournisseur d'intrants qui ne veut pas t'en vendre parce qu'il veut suivre ce que tu fais, puis tu veux faire les choses différemment, puis de les éduquer. Donc, quand j'ai fait le tour de mes intervenants, je me suis aperçu qu'il n'y avait personne qui comprenait ce que je lui disais. Je n'avais pas cette chance-là, mais j'ai pogné la personne qui voulait le travailler le plus avec moi, puis vouloir comprendre, puis vouloir chercher. Surtout chercher pourquoi, puis dans quel but. Puis j'ai trouvé cette personne-là. Puis justement, on a fait une journée culture-couverture à la ferme là, le 23 septembre de mémoire, 22-23 septembre. On avait une parcelle de 5-6 essais dans lesquels les animaux vont aller pâturer ce dimanche. Donc là, j'ai dit aux agriculteurs, j'ai dit, s'il y en a qui ont peur de faire des cultures-couverture, parce que la plupart étaient là, pas pour les animaux, mais plus pour protéger les sols à l'automne, j'ai dit, envoyez-moi vos mix, puis moi je vais les mettre au champ, puis on va les essayer, parce que c'est important de se créer une communauté. Je viens du secteur laitier, tu sais, les œillères, là, puis là, c'est à la tête du voisin, je l'ai vécu. Puis je veux pas ça. Je veux me rapprocher plus d'un monde où on va s'entraider. Puis c'est comme ça qu'on est supposé s'améliorer. Il y a un producteur que je suis, il a fait du sec d'automne avant moi. Fait que je lui ai demandé comment ce qu'il faisait, puis on voit les résultats. Puis moi, je vais l'utiliser différemment, mais je connais les résultats, puis vice-versa. Lui, il venait en journée, puis il a acheté un 500 kg de culture-couverture pour essayer chez lui. Donc, je pense que les échanges, c'est super important. Trouvez vos personnes ressources. Fait que vous allez compter sur le doigt de même pas une main là, les personnes qui vont vouloir vous aider pour la bonne raison. Pas pour vendre de la semence. Parce que la première année, quand j'ai dit j'achète 20 000 de semences de culture-couverture au lieu de 20 000 d'engrais, elle dit, t'es-tu sûr? J'ai dit oui, moi je vais all-in, je ne vais pas pantoute. Fait que j'ai trouvé cette personne ressource-là. Puis après ça, il faut juste en nourrir cette personne-là, puis tu envoies des défis, puis c'est là que tu vois si la personne elle veut vraiment travailler avec toi ou pour toi. Hey, merci beaucoup. Très inspirant. Ouais. Merci. Il va prendre les commandes. Une autre question? Certainement. J'ai un client moi, qui cherchait de la veste. Tu me dis que tu as trouvé des fournisseurs. À quelle place que je l'envoie, moi, ce gars-là? Oui, chez Semican. Semican, il y en a? C'est plate, là. On ne va pas se poser trop dire de nom de compagnie, mais moi, Semican, c'est le king. Là, j'ai reçu un General Seed, je pense, qui aurait, il paraît, du pois d'hiver. Ça, c'est ma prochaine étape, à implanter avec mon sec d'automne, faire un pâturage très, très tôt au printemps. Donc, c'est probablement ces deux compagnies-là. Mais Semican, s'ils ne l'ont pas, là,
Ça me surprendrait. Pour plus les cultures couverture, c'est une veste commune ou une veste, comment je dirais pas, veste velue ou, mais sinon, il y a c'est New Sea. Faudrait que je les retrouve puis Bon, ben, dire j'aurais les besoin de fournisseurs. ton numéro de téléphone d'abord Ouais, à un moment donné ouais. pour te Probablement contacter ou que me mettre je en vais contact. ressortir ça, mais Super. ouais, Parce que dans le fond, c'est un défi. L'autre chose, je regarde dans tes mélanges aussi, qui m'a surpris, la fée de sucre élevée. Baptême. Les vaches, ils sans tabarouette. Ils mangent ça chez vous? As-tu poussé, premièrement? Des fois, Ouais. là, ton mélange ne peut pas pousser. Oui, il n'y a à pas dans le pousser. chien. À pousser, c'est sûr. Faut que tu fasses pâturer jeune, là, passe pas d'ouette parce que. Ouais. Mais les vaches, ils aimaient ça. Il en mangeait. J'ai pas dit qu'il aimait ça. Parce qu'ils n'ont plus le choix de manger ça, ils mangent ça, c'est ce que je veux dire. Non. Il y avait quand même des légumineuses. Puis, c'est à la deuxième passe, là, il y avait beaucoup moins de légumineuses présentes. L'herbe avait pris le dessus. Et puis, ils ont continué. Ils l'ont mangé. Bon, je vais te poser encore une autre question. Écoutez, Ah ouais, les j'aime autres, ça, j'aime ça, gênez-vous les pas s'il y a des questions. questions. Tu m'as dit que tu avais une solution gagnante à un moment donné pour implanter tes champs. Tu as dit j'ai un travail de sol, et puis, mais tu n'as pas dit également que tu avais un semi-direct. Pourquoi tu as un travail de sol si tu as un semi-direct? La seule place que j'ai pas fait les semi-directs encore, c'est dans mes pâturages pour implanter en permanence. J'ai une façon gagnante de le faire avec je fais un léger travail de sol à l'automne. Cette année même, on a poussé un peu plus loin. Après le dernier passage des animaux, j'ai semé une culture couverture. Puis on a passé après ça notre déchaumeuse. Les cultures couverture ont passé. Puis je vais quand même amender mon sol. Fait qu'au printemps, un petit coup de grabeur. Je vais quand même utiliser mon semoir no-till parce qu'il est équipé avec tous les coffres à petites graines et à grosses graines. On va juste laquer à pression, puis on va le semer, puis ça va être fait. Je suis pas prêt encore à aller implanter des pâturages permanents en no-till. J'ai pas assez étudié encore, ce bout-là. Mais les cultures commerciales, ça c'est un no-brainer. C'est d'observer. Pour ceux qui n'en font pas de pâturage en rotation, c'est l'observation qui est la clé du succès. Ce qu'on ne fait pas dans le soya ou dans le maïs, tu fous ça dans la terre, t'arroses, puis tu attends l'automne, puis qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Je trouve que c'est ça qu'on a dans le pâturage en rotation, c'est d'interagir avec ton environnement. Si ça pousse moins vite, tu ralentis, tu peux faire du bare grazing, tu as plusieurs options. Si ton maïs ne pousse pas, là, puis parce qu'il n'est pas mouillé, tu ne peux pas rien faire. Nous autres, on a le pouvoir de le faire, ce truc-là. C'est ça qui est fascinant. Votre sens d'observation. Ce que je n'avais pas en production laitière. Tu regardais ta vache, elle était malade, mais ce n'est pas un sens d'observation pour moi. Mais voir les animaux agir au pâturage, ça, c'est vraiment le fun. OK. Tout à l'heure, tu me disais, tu as répondu à Mathieu, que tu mélangeais tout ça dans ta brouette, paf. Mais tu fais-tu une distinction entre les graines moins denses, plus denses, plus petites? Oui. OK. Justement, le nombre Donc, il y a des de nuances à graines. apporter, là. Le nombre OK. de graines au gramme, toutes ces choses-là, c'est sont pris toutes en compte. finalement, ils sont toutes d'un seul paquet où Ouais. tu mets dans des boîtes différentes dans ton semoir. Non, ils sont toutes dans un même paquet. Fait que, tu sais, probablement toutes les petites graines, là, si on prend les trèfles, la luzerne, le lotier, le mie, on mélange tout ça. Je me refais des poches de 25 kg. Fait que je sais que ça me prend, ou des 20 kg, ça me prend 20 kg hectare de légumineuses, mais je vais mettre ça ou peu importe. Ils sont déjà préfaites. Fait que, on met ça dans le semoir. Plus facile à calibrer aussi. Hein. Mais OK, est-ce que je comprends que ces petites graines sont ensemble et les grosses sont ensemble? Oui, excuse. Oui, Oui, OK. oui, j'ai un coffre à C'est ça. bronze, puis j'ai un Oui, coffre à OK, petites bon, graines. ben Ouais. là, OK, là, Ouais, excuse. je te suis, là. OK, c'est Moi, mieux. c'était clair, mais Ouais, là, c'est correct, parce que Ouais. nous mettre ça ensemble, là, ça ne marchait pas, mais là, c'est Non. correct. OK. Il y a- plus difficile, mais on le fait un peu dans l'intercalaire de maïs, avec l'oreille grasse mélangée avec la veste puis le trèfle, laissé au sol, ça fonctionne. Bonjour, Marie-Pierre Beaulieu, conseillère au CFGA. Moi, j'avais une question sur ton ensemencement, ou en fait, ton réensemencement sur tes prairies permanentes. Qu'est-ce que tu préconises comme technique? Est-ce que tu mises vraiment plus sur la régénérescence elle-même ou tu es encore porté à compléter avec un semis? Puis si tu le fais de quelle manière? J'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans parce que, comme je dirais, mes pâturages permanents ont juste 3 ans. Mais je travaille déjà à laisser des plantes monter en graines pour qu'ils se régénèrent par elles-mêmes. Je pense que la façon la plus simple, les animaux le font pour nous, puis pas de fioul, pas rien. Fait qu'on travaille plus de cette façon-là qui est plus naturelle. Merci. Ah, on a une autre question? Isabelle Brun, Agriculture Canada. Je voulais faire une remarque sur les vendeurs de semences. Nous, on a fait des travaux sur des essais de variétés de culture de couverture avec le CETAB.
Puis on a fait tout un inventaire des semenciers canadiens, américains. Fait que cette table peut être une bonne source pour trouver des semenciers. J'avais une question sur la févrole. Vous dites qu'elle était intéressante pour l'hiver. Nous, ici, dans notre climat, ça a été plus difficile. Est-ce que c'est parce que vous êtes en Outaouais ou... Non, en tout cas, ça fonctionne bien pour vous? Ah, nous autres, ça fonctionne super bien dans une zone de 2700 unités thermiques. Je pense que c'est le moment d'implantation qui est important. Moi, c'était le 20 août. Est-ce que je l'aurais fait le 15 juillet? Non, je ne l'aurais pas fait. C'est une légumineuse saison froide. Fait que c'est de pousser assez loin. On avait ramassé le blé, je pense, le 18, puis 2 jours après, je mettais le semoir. Donc, la période était excellente. Puis l'année passée, j'avais quand même fait des pâturages, fait que je savais jusqu'où elle pouvait aller en saison. Puis là, je pense qu'elle pousse encore. On a eu des froids, là, -7, -8 avant hier. Puis c'est des plantes qui sont assez performantes, tout comme le radis fourragé, ça y prend une gelée à -15 pour le détruire. Fait que même si les neiges tombent, les animaux ont quand même des végétaux verts à manger. Puis là, on va prendre des photos tous les jours à partir de dimanche pour voir l'évolution, puis voir jusqu'où les animaux vont aller. J'ai pas de brise-vent dans ce champ-là, ça va être un défi. En tout cas, pas pour les 27 premières paddocks. Après ça, ils vont en avoir un peu. Bien-être animal, vous venez pas chez nous pour les 27 prochains jours. Vous n'aimerez pas ça. Puis ça se peut que, en tout cas, on en reparlera, mais ça fait partie d'amener les animaux à être résilients. Les bisons, là, dans les plaines, quand il faisait froid, ben, ils mangeaient plus, puis ils se mettaient en groupe. L'interaction avec les animaux est très, très, très différente. Comme l'ombre l'été, c'est la même chose. Quand il fait 38 l'été, puis il y a de l'ombre, les vaches ne mangent pas. Ils vont se cacher en dessous de l'ombre. Si moi, vous prenez la température entre les deux du milieu, il faut probablement qu'il fait 60, 70 dans le milieu. Fait que j'aime mieux avoir des animaux qui vont être plus résilients à 38 que d'avoir un tapon de vache qui ne mange pas, qui fait 60, 70 dans le milieu. Fait que c'est la façon que j'ai de voir les choses. Okay. Merci. Merci. D'autres questions? Paul, Christelle? Ah, écoute, On va parler d'un abonnement. J'en ai des questions à maudire. Mais tu sais, tout à l'heure, tu as parlé de 20 000 de semences, bien correct, mais ton mentor qui est là, je le connais un peu. Là. Ouais, lui, il n'en dépense pas de maudite scène. C'est ça. Puis là, hey. Qu'est-ce que vous vous tapez sur la gueule? Qu'est-ce que vous faites à un moment donné? Qu'est-ce qu'il te dit, lui? Il m'appelle puis il me demande pourquoi. OK, c'est bon. Mais non, oui, je savais que ça viendrait, cette question-là, à un moment donné. Puis c'est le fun parce que quand on a gagné le TESA à Québec, j'étais allé chercher mon prix. J'ai dit à Brian, « Sorry, Brian, j'achète 20 000 de semences. » La différence, c'est que lui, il ne fait pas de culture commerciale. C'est 100% du pâturage. La journée que je vais être capable de vendre 100 bovins à la ferme en boutique, je n'aurai plus de culture commerciale à faire. Fait que là, ça ne sera plus le même discours pour les cultures de couverture. Mais en ce moment, pour améliorer mon entreprise, j'ai besoin des cultures couverture. Fait que c'est pour ça. Puis j'aime mieux mettre 20 000 de graines de culture couverture que d'engrais chimiques. Puis ben, on fait nos parcelles, on fait nos tests. Des fois, c'est plus difficile à accepter, mais quand on fait nos calculs, on se rapproche tout le temps. Puis c'est le net profit qui est important, c'est pas combien c'est à 8 tonnes à l'autre. Ça, les jeunes, là, changez votre mindset tout de suite. Là, dites à votre père, là, le tonne à l'autre, on s'en colline. Si ça a coûté 4 tonnes, faire 4 tonnes et demie, puis que l'autre à 3 tonnes, ça y en a coûté une, ben désolé, boys, mais c'est celui qui en a fait, qui a le meilleur marge qui va aller dans le sud cet hiver. Au ballon, vous mettrez ça sur la carte de crédit. Oui, Christelle Coddington, conseillère au club Agro de l'Estrie puis productrice vache-veau. Pour la luzerne dans tes mélanges, est-ce que c'est un luzerne adapté au pâturage ou est-ce que c'est un luzerne peu importe? J'ai pris la luzerne la plus cheap qu'il y avait sur le marché. Souvent une vieille variété qui était plus rustique. Je ne suis pas rendu à vouloir travailler sur mes hybrides. Je travaille plus sur les plantes pour le moment. Après ça, il restera à essayer de trouver des hybrides qui performent plus, mais non, plate comme ça, mais j'ai pris un peu cheap. C'est bien correct. On a déjà fait des essais justement avec la luzerne au pâturage sur des fermes vache-veau. Puis ça tolère plus le piétinement puis les affaires de même. Donc, c'était par curiosité. Merci. Oui, moi j'avais une autre question avec vos cultures de couverture. Je trouve ça vraiment intéressant ce que vous dites d'utiliser les animaux pour valoriser les cultures autrement. Est-ce que vous avez déjà essayé de comparer des champs où des animaux sont passés, puis des champs où les animaux ne sont pas passés,
Puis l'impact sur la culture commerciale de l'année d'après. Pour moi, mon questionnement, c'est est-ce que les animaux, le fait qu'ils prédigèrent les cultures de couverture dans leur panse, là, est-ce que ça a une valeur par rapport au fait que la culture de couverture est digérée par les micro-organismes du sol? On a fait le test l'année passée, justement, post-récolte de blé, culture de couverture. On avait 38 acres, j'avais une parcelle de 28 puis une de 10. La 10, on ne l'a pas pâturée du tout. On l'a pâturée la 28. Côté rendement, pas de différence. Moi, je pense que je vais le voir dans mes analyses de sol dans 5 ans. OK. C'est là que je veux aller, à augmenter la matière organique dans mes sols. Ça peut être une des façons de le faire. Puis, on peut dire que j'ai eu de la viande gratuite à ce moment-là. Puis côté rendement, mais côté croissance, là, cette année, on n'a pas manqué d'eau, mais est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir des impacts sur d'autres choses que, mettons, la résistance à la sécheresse ou des trucs Par rapport comme à ça? l'année suivante? Oui. C'est sûr que j'attends pas que les animaux aient rasé le sol. Donc, on laisse quand même un 15 cm de couverture au sol qui va quand même couvrir le sol pour l'hiver. En le faisant de cette façon-là, justement, avec les années d'après, on a plus de résidus au sol. Donc, j'ose croire que ça va bénéficier. Peut-être que si je rasais plus court, là, je me retrouverais avec un problème. Le même problème qu'on se retrouverait avec un sol qui est non couvert, finalement. OK, merci. On va prendre une dernière question, puis après, on va procéder au tirage. William, apprenti boucher au CBM à Coinsville. J'aurais une question. Est-ce que vous avez remarqué une différence notable côté qualité viande dans votre manière d'élever vos bœufs? Bizarrement, je pars avec ce modèle-là. OK. J'étais pas nourri au grain avant. J'ai commencé avec ce modèle-là. Ce que les clients disent, qu'ils sont surpris de la tendreté parce que le persillage est un petit peu moins là. Ce qui les passionne, c'est de voir que ces animaux-là étaient au moins en pâturage 24 heures sur 24. OK. Puis longtemps, je pense que c'est plus... Puis une autre chose que j'ai remarqué aussi, j'ai des gens qui se disent intolérants à la viande bovine. Puis finalement, il y a 2 clientes qui ont trouvé que c'était pas ça le problème. C'était vraiment les grains qui étaient comme un effet, comment on va dire, je ne trouverai pas le mot, là, mais à cause que les grains qu'ils ont mangé en très très grande quantité fait qu'ils ne sont pas capables de manger la viande bovine parce qu'ils l'ont fait avec la mienne, puis ils sont capables de la manger, ils n'ont aucun effet secondaire. T'sais, on parle d'aller aux toilettes dans 15 minutes après avoir mangé ton steak, là, c'est assez ordinaire. Okay. Fait que ça, moi, c'est le plus gros impact que j'ai vu en ce moment. Puis ma viande, ben moi je l'adore comme elle est là, puis les clients l'aiment. Fait que eux ont comparé, par exemple. Ouais. Eux ont acheté ailleurs, mais ils reviennent quand même. OK. Fait qu'il y aurait une côté, ils sont plus grasses, sont plus goûteuses, sont plus tendres. Moins Probablement, de stress. probablement plus goûteuse, oui. OK. Ouais. Merci. Merci. C'est ce qui va clore la période de questions. Merci beaucoup, M. Gay. C'était Merci. particulièrement intéressant. On va fait le procéder. tirage? Oui, on va faire le tirage. Donc, sortez vos petits coupons. Merci. Oups, une autre question? Oui, allô. Petite précision, ce que j'ai mentionné pour le programme Investissement Croissance Durable, monsieur du MAPAC, j'ai fait une validation. La clôture est finalement admissible dans le nouveau programme qui a été mentionné. Toutes mes excuses. Mes amis là. Donc, parce que ça fait partie du côté croissance de l'entreprise. Ben, en fait, c'est ça. Tout ce qui va être augmentation de volume de production ou si on démontre qu'il va y avoir une amélioration de la rentabilité en installant la clôture électrique, ça pourra devenir quelque chose admissible. Puis il y a aussi l'autre programme du fédéral. Il n'y a personne qui en a parlé encore. Il va en parler tantôt. Parfait, j'ai rien dit. Ben, merci.